7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Mardi soir avait lieu la cérémonie des Bobards d'Or, que j'avais d'ailleurs le plaisir de co-animer avec Floriane Janin. Un événement qui chaque année sacre le plus beau bobard de la presse ou de nos hommes politiques. Une façon humoristique d'épingler ces médias de grand chemin et leurs mensonges au service d'une certaine idéologie. Cette année encore, les votes étaient serrés tant les lauréats semblent s'être surpassés pour rivaliser d'inventivité et de malhonnêteté. Et pour revenir sur cette soirée mémorable, on peut le dire, nous accueillons ce matin Martial Pilt, directeur général de TV Liberté et qui nous a fait l'honneur de présider le jury de ces Bobards d'Or 2024. Bonjour Martial Pilt. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors pour commencer, quelles sont vos impressions concernant cette cérémonie des Bobards ? Est-ce que c'était une réussite ? Oui, c'était une réussite parce que les conditions étaient quand même très difficiles puisqu'initialement et depuis 2010, date de création par Jean-Yves Le Gallou des Bobards d'Or, cette manifestation se déroulait, j'allais dire, depuis de nombreuses années au théâtre du gymnase Maribel dans le 10e arrondissement de Paris. Et la conjonction de la mairesse ou de la maireuse socialiste du 10e arrondissement et de la CGT Spectacle et des Antifas et de toutes les associations stipendiées financées par le 10e arrondissement a amené à une pétition, puis à des pressions, puis à des manifestations demandant à ce que le théâtre du gymnase interdise cette manifestation. Le théâtre du gymnase a donc obtempéré et je me dis que toute cette énergie et cet argent dépensé par la mairesse du 10e arrondissement devrait plutôt servir à ce théâtre du gymnase qui est dans un piteux état. Je le vois dans la salle, c'est moins visible, mais dans backstage, comme on dit, sauf ici, c'est-à-dire dans les coulisses, eh bien, l'état de cet théâtre est épouvantable. Bon, donc il a fallu, Jean-Yves Le Gallou et son équipe ont mené toutes les recherches possibles. On s'est retrouvé dans la salle Athéna, près de la gare Saint-Lazare, une salle ultra-moderne, bondée d'un public qui avait eu la gentillesse de très rapidement, dans les derniers jours, s'inscrire à cette manifestation. Donc voilà, c'était dans des conditions un peu particulières pour une cérémonie dont je vous rappelle, mademoiselle, bien sûr qu'elle est parodique. Voilà, donc il y a une large place à l'humour et à l'ironie, même si les sujets qui ont été choisis étaient sérieux. Alors justement, en parlant d'humour et de sujets sérieux, par exemple, durant la cérémonie, on a évoqué les bobards autour de ce qui s'était passé à Crépol, du meurtre de Thomas. Et on a été frappé de réaliser que finalement, on commençait à avoir du mal à en rire de ces bobards. Oui, il y avait deux sortes, cette année, une nouveauté. C'était des bobards qui concernaient directement les politiques. On y reviendra. Ouais. Et puis, il y avait bien évidemment deux interventions qui étaient jugées, celle de Patrick Cohen sur le service public et celle d'Isabelle Vera-Masson qui se dit sociologue des médias. Ça me fait rire parce que je trouve ça à la fois pompeux et dérisoire. Et ces deux personnes avaient, et là c'est moins drôle, avaient commenté la mort de Thomas en la minimisant et même en proférant des mensonges. Et le public qui était dans la salle et qui vote. Parce que vous voyez, on n'est pas au César, ce n'est pas les professionnels de la profession qui s'autocongratulent, hein, et qui cachent les réalités, c'est-à-dire l'omerta française, dans le cinéma notamment. Mais là, c'est un public qui vote presque instinctivement et qui a considéré que Patrick Cohen et dans une moindre mesure Isabelle Vera-Masson, la sociologue des médias, était coupable d'avoir minimisé un drame absolu d'une forme de racisme dont on peut dire qu'il a été anti-blanc. Et nous avons eu, c'est vrai, beaucoup de difficultés à ce moment-là à manier l'humour et l'ironie, parce que derrière cela, il y avait véritablement un scandale, profondément scandale. Et est-ce que vous pensez que les Bobards d'Or ont de l'avenir, ou est-ce que la situation en France va devenir de plus en plus dramatique et donc de moins en moins prêté au rire ? C'est une bonne question. Il va falloir continuer à sourire, premièrement parce que c'est une méthode de survie aussi, hein, face à l'adversité. Et puis, ce qui rend les bobards assurément pérennes, c'est le fait que le nombre de bobards se multiplie tous azimuts, et notamment, c'est ce que je vous disais, dans la classe politique. C'est pas une innovation, c'est pas nouveau. Mais à ce tel degré de gouvernance du mensonge, alors oui, il y avait matière à s'arrêter sur des cas précis. On a choisi, je crois, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Alors ce terme de gouvernance du mensonge, vous l'avez aussi beaucoup repris durant la cérémonie, quand vous étiez invité à commenter justement ces bobards. Aujourd'hui, vous pensez que le mensonge nous gouverne ?
Oui, je pense que le mensonge est devenu une seconde nature du pouvoir actuel, dans la manière de gouverner. Et c'est pour ça que j'ai appelé la gouvernance par le mensonge. Tout n'est plus que mensonge et contre-vérité. Et en fait, on nous fait croire qu'il faut chasser les fake news, comme on dit ici, les mensonges les plus dangereux, parce qu'ils circulent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais non, ils sont en fait proférés de manière totalement officielle par les gouvernants et avec le concours, bien sûr, des médias institutionnels. Et en fait, le pouvoir préfère aujourd'hui présenter aux Français des mensonges qui les abaissent plutôt que des vérités qui élèvent. Et j'attire votre attention, mademoiselle, sur le fait que le rôle de Radio Courtoisie, comme celui de TV Liberté que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, c'est de chercher la vérité. Parce que seule la vérité rend libre. Alors justement, on a l'impression que non seulement ils mentent, mais ils ne se contentent pas de ça, ils vont aussi jusqu'à essayer de bâillonner les acteurs de la vérité, si je puis dire. Vous déclarez durant la cérémonie qu'il faudrait songer à reconstitutionnaliser la liberté d'expression et la liberté de penser. Oui, puisque la Constitution française est devenue depuis bien longtemps un fourre-tout dans lequel on met le pire et dorénavant le pire, je me suis dit qu'on pourrait effectivement y inscrire ou y réinscrire le fait que aujourd'hui, eh bien, il faut réinscrire, reconstitutionnaliser, en fait, redonner une importance à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, tout simplement à la liberté de penser, parce que celle-ci est mise à mal. Le gouvernement des mensonges met à mal la vérité, met à mal les libertés. Et ces libertés, elles sont aujourd'hui réduites, et on le voit bien dans la volonté d'assassiner, par exemple, des associations catholiques sous des prétextes totalement fallacieux, mensongers. Et ça nous ramène à Gérald Darmanin et son prurite de dissolution. Tout à fait. Alors justement, dans ce gouvernement du mensonge, on retrouve deux acteurs. Il y a d'une part les politiciens, bien évidemment, et puis il y a les journalistes qui relaient justement tous ces mensonges allègrement. On a l'impression qu'ils n'ont presque plus de scrupules à le faire. Est-ce que c'est le signe que la presse n'est plus capable aujourd'hui d'assumer son rôle de quatrième pouvoir ? Elle est le premier pouvoir. Elle est le premier pouvoir. Et cette responsabilité, elle est due aussi aux politiques qui lui ont délégué les pouvoirs, au monde judiciaire qui lui a délégué les pouvoirs. Aujourd'hui, un juge fait une perquisition en accompagnement des médias qui sont prévenus à l'avance. Aujourd'hui, les médias savent ce qui se dit dans ce que les juges disent aux personnes qui sont mises en examen avant même que la structure juridique ou policière soit au courant. Ce sont les journalistes qui le sont. Je trouve qu'aujourd'hui, les médias sont devenus le premier pouvoir et j'ai une réponse à cela. La réponse à cela, parce qu'elle est de mon domaine comme du vôtre, mademoiselle, c'est qu'il faut créer une presse alternative. Il y a trois sortes de presse de mon point de vue. Une presse mainstream aujourd'hui, encore un terme inapproprié ici, mais une presse conventionnelle, une presse institutionnelle, une presse morne. Et puis, il y a une presse alternative et entre les deux, une presse que j'appelle de transition, c'est-à-dire qui essaie de se dégager du magma de la doxa, mais qui n'a pas encore abouti à cette liberté que nous avons, parce que les modes de financement, parce que les modes d'action de Radio Courtoisie et de TV Liberté sont très proches, et nous permettent d'être alternatifs, c'est-à-dire d'être totalement libres. Donc nous avons une réponse à l'égard des médias, et nous avons une réponse que nous donnons à nos téléspectateurs ou nos auditeurs en leur disant « Suivez-nous dans cette démarche, une démarche nouvelle, une démarche de déontologie, une démarche de vérité. » Pour la classe politique, je ne sais pas mon rôle. Moi, je ne fais pas de politique. Mais j'adjure nos politiques, ceux qui se révèlent les plus patriotes, ceux qui se révèlent les plus sincères, de prendre le pouvoir sur le mensonge, parce que c'est ce mensonge qui gangrène aujourd'hui notre pays, et pas seulement le nôtre d'ailleurs. Alors, je vais revenir maintenant sur le terme justement de sociologue des médias. Vous avez relevé l'absurdité du mot puisque donc Isabelle Véramasson elle-même s'autoproclame sociologue des médias. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le monde du journalisme, il existe une sorte de caste intellectuelle qui s'autoproclame ? Oui, moi je suis un psychologue des médias. C'est-à-dire je regarde ces gens-là comme un psychologue et des fois, quand j'en regarde quelques-uns, comme un psychiatre en me disant la notion de soin commence à s'approcher du personnage. Mais plus sérieusement, oui bien sûr, il y a une caste, comme il y a une élite qui dirige notre pays, c'est un truisme, mais c'est la réalité. Moi je n'ai rien contre les élites. Bien sûr qu'il faut des élites dans tous les domaines.
est considéré aujourd'hui que être anti-élite est une grossièreté et est un non-sens. Mais ces élites, elles doivent être racinées au peuple. Elles doivent être l'émanation du peuple. Si elles n'en sont pas l'émanation, alors elles forment une caste qui est dans l'entre-soi. Et aujourd'hui, c'est le cas du monde médiatique, comme c'est le cas du monde du cinéma, où on s'aperçoit que l'on vit ensemble, mais surtout qu'on couche ensemble, et que l'omerta autour de ces coucheries fait qu'il y a des liens qui se créent, il y a une mafia qui s'installe. Et aujourd'hui, le cinéma français, c'est une mafia. Eh bien, le monde médiatique français, j'entends institutionnel, pour ne pas reprendre les termes anglo-saxons, eh bien, est aujourd'hui devenu une mafia. Une caste qui est dans l'entre-soi, on vit ensemble, on fait les études ensemble, on est de même couche sociale, on fait les études ensemble, on vit ensemble, on couche ensemble, on meurt ensemble. Et Patrick Cohen est l'émanation, le symbole, non pas sans talent. Non pas sans talent, moi je ne juge pas du talent des journalistes, je juge tout simplement de leur façon de procéder. Aujourd'hui, il est la représentation, l'émanation d'un système qui est absolument détesté par le peuple français, qui ne se sent plus du tout en correspondance avec ça. J'explique souvent le ressentiment à l'égard du chef de l'État, voire des fois la haine à l'égard d'Emmanuel Macron, dans toutes les catégories sociales, y compris celles qui avaient voté pour lui, par cette déconnexion incessante qui finit par être considéré comme du mépris. Alors on passe d'un homme brillant qui n'a pas tout compris à un homme brillant qui se comporte comme un gamin, puis à un gamin qui joue avec des jouets qu'il va casser, et là on y est, parce qu'il joue avec des jouets qu'il va casser, et les jouets c'est la guerre, c'est le nucléaire. Et là, on plaisante plus, et on se dit que le gamin, il est dangereux. Alors vous pointez justement cette déconnexion des médias et des hommes politiques. Pendant la cérémonie des Bobards, c'est justement ce qu'on pointe du doigt et on sent une certaine lassitude du public, bien qu'ils soient en train de rigoler. On a l'impression qu'il est assez désabusé, qu'il a bien compris là où on essayait de le mener. Mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Est-ce que ce serait un risque ? Est-ce que ce serait un mal si jamais justement ce genre de cérémonie venait à créer une réelle fracture ? Est-ce que vous pensez que demain les gens pourraient être complètement méfiants et eux-mêmes déconnectés du pouvoir, ne plus avoir aucune référence à ce pouvoir. Quand on voit la façon dont les Français votent, c'est-à-dire à la fois pour des partis souvent anti-système, puis en s'abstenant, c'est pas de mon point de vue la meilleure des solutions, mais c'est une réponse. Puis avec le vote blanc, c'est pas non plus de mon point de vue la meilleure des solutions, mais c'est aussi une réponse. C'est la seule réponse qu'ont les citoyens à l'égard d'un pouvoir déconnecté. Et ils l'utilisent, et donc il faut agréger, ça c'est clair, les votes blancs avec les votes d'abstention et avec les votes anti-système, et on s'aperçoit que l'extrême centre aujourd'hui ne représente même pas un Français sur 3. Rappelez-vous de Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3, aujourd'hui, ce n'est même pas un Français sur 3. Quant à la réaction du public dans la salle, Liselotte, vous étiez avec Floriane Janin plus apte à le capter, si j'ose dire, car moi je faisais le guignol avec mes amis Alice Cordier de Némésis et Greg Tabibian, l'humoriste, et nous essayons de donner un peu de charme à cette actualité qui n'est pas charmante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a véritablement les podromes, le début, le commencement de ce que moi j'appelle une révolution des cœurs et des mentalités. Il faut que la classe politique soit à la hauteur de ses espérances. Vous voyez, moi je ne juge plus de la politique, je n'en fais plus, j'en ai fait, je n'en fais plus, donc je n'ai pas à juger de cela. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si j'étais un politique ayant la volonté de redresser ce pays, c'est une tâche immense et il faut être à une hauteur immense. Voilà, il y a des gens qui répondent à ces aptitudes ou pas, c'est pas à moi de les définir. Ici, ils se succèdent et se présenteront aux élections. Mais quelle responsabilité, parce qu'il ne faudra pas échouer. Parce que si on échoue, alors cette révolution des cœurs et des mentalités, elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas et elle ne se fera pas durablement. Et c'est l'extrême centre au pouvoir pendant encore quelques décennies jusqu'à la chute finale. Alors, il nous reste quelques minutes. Question très simple, enfin je ne sais pas, vous allez en juger. Je dirais si je Pourquoi avoir choisi de présider justement ce jury ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un rôle à jouer en participant à cette cérémonie ?
Premièrement, c'est une confiance, celle que Jean-Yves Le Gallou a à mon égard, et réciproquement, il dirige à TV Liberté une émission qui s'appelle Immédiat et qui répond chaque jeudi soir sur tvl.fr ou sur les chaînes YouTube de TV Liberté, qui répond à ce que nous avons dit. En réalité, il chasse le mensonge pour rétablir la vérité. Et c'est vrai que nous avons une concordance de vues sur cela, ce qui fait que je pense que j'ai un peu la continuité de sa pensée dans les Bobards d'Or. Enfin, c'est ainsi que je l'interprète de manière la plus humble possible. Et puis bon, c'est un exercice que j'aime bien parce que j'ai appris, c'est le privilège de l'âge. Là, j'étais avec Georgette Plana il y a un instant, donc vous voyez, mais je n'étais pas né quand même, ou presque pas. Mais c'est le privilège de l'âge que d'avoir la capacité de prendre un peu de recul nécessaire. Parce que il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, premièrement, parce que moi, je suis un scout et je garde à l'esprit que l'espérance est un trésor et que, quels que soient les plus noirs nuages, il y a toujours, vous le savez, sa frange d'or. Et c'est celle-ci que je cherche. C'est très beau. Merci beaucoup. De bon matin, ça fait du bien. Ça donne de l'espoir pour la journée au moins. Et alors, donc, comment aider justement, alors Polémia qui est à l'origine de cette cérémonie des Bobards d'Or, comment aider TV Liberté? Radio Courtoisie, on vous le répétera comme d'habitude en fin d'émission. Je crois qu'il faut s'impliquer. En fait, qu'est-ce que ont besoin Radio Courtoisie et TV Liberté et tous les médias alternatifs, car moi je n'exclus jamais personne. Je trouve que 1000 fleurs doivent pousser, si vous voyez à qui je fais référence. Mais je pense que c'est ce qui fait la richesse. À la fois la richesse, vous voyez, je suis ici à 7h du matin, je vois des journalistes, des jeunes journalistes de femmes qui ont pris le pouvoir. On n'est pas pourtant le 8 mars, mais et de qualité. Et je me dis que tout ça participe à cette révolution que j'appelle des cœurs et des mentalités. Donc, il faut avoir un acte militant. Voilà, un acte militant, c'est-à-dire de manière incessante. On dit tout le temps, vous voulez qu'on vous aide financièrement? Oui, bien sûr, évidemment. Mais ce n'est pas seulement cela. Pour TV Liberté, c'est de regarder les programmes, c'est de les partager, c'est de les aimer. On dit liker sur YouTube, c'est de les faire connaître. Tout cela participe à cet effort commun qui me fait que quand nous avons commencé il y a 10 ans, TV Liberté, c'était avec quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, eh bien, c'est plus d'1 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ce sont des centaines de milliers de vues chaque jour, un journal télévisé qui est vu par plus de 100 000 personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, le journal télévisé de TVL est plus vu que certaines émissions sur la TNT, et même de beaucoup d'émissions sur la TNT. Bon, voilà, c'est cette progression. Moi, je trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve que ça ne va jamais assez vite parce que je vous ai dit que c'est le privilège de l'âge que d'essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir voir tout cela. Et moi, cette révolution, je veux la voir. Je veux y participer. Donc, je suis plutôt enclin à mobiliser tout le monde et surtout à ne pas désespérer. Ça, le désespoir, c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, les temps sont durs. Oui, les temps sont abominables. Oui, nous sommes en train de vivre la chute d'une civilisation en direct. Nous n'avions pas fait ça depuis bien longtemps et nous ne l'avions pas vécu. Ça tombe sur nous. D'accord. Mais là, individuellement, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de son église, on s'occupe de son clan, on s'occupe de ses médias alternatifs, on s'occupe de son environnement principal et puis on avance avec un casque sur la tête. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Martial Wild. Je rappelle que vous êtes directeur général de TV Liberté et vous nous avez fait l'honneur de présider le jury de ces Bobards d'Or 2024.